Ces minibus de transport en commun qui, de plus en plus, sont source d'accidents sur la route. Les plaintes s'intensifient contre les chauffeurs de ces minibus. Doit-on parler de laxisme ou plutôt de compromission au niveau des contrôles routiers? Pourquoi ce type de transport en commun se met volontairement en marge du code de la route malgré les textes en vigueur dans ce secteur? Nous en parlerons dans notre émission. Et pour la page culture de ce dimanche, nous vous proposons une légende béninoise du reggae. Il est l'un des rares, sinon l'un des très rares élus à avoir reçu l'onction des Wailers eux-mêmes, collaborateur intime des Barrettes et de la famille Marley. Il a fait résonner notre fond dans l'enceinte sacrée du studio Tough Gang à Kingston. On l'appelle simplement Yaya Yaovi. Voilà ainsi déclinées les grandes articulations de cette émission que nous démarrons tout de suite par le journal. Au sommaire de ce journal, près de 6000 tortillons sont lâchés ce vendredi à Cotonou. C'est une initiative conjointe de la préfecture maritime et du port autonome de Cotonou qui milite pour la préservation de la biodiversité. C'était en présence de plusieurs structures privées défenseuses de l'environnement. Et pendant ce temps, le programme Bicréative de l'Agence de développement des arts et de la culture organise un démodé qui marque la clôture des sessions de formation des entrepreneurs retenus pour la phase d'incubation approfondie. Ils sont au total 16, dont 6 sont présentés à cette occasion. Leur projet susceptible de façonner l'avenir des industries culturelles et créatives du Bénin. Les détails dans un instant. Nous ferons également un tour dans la commune d'Abomey-Calavi où un espace public s'impose peu à peu comme un véritable lieu de sport et de bien-être pour les riverains. Le goudron Kérékou, habituellement dédié à la circulation, se transforme l'instant d'une journée en terrain d'entraînement. Une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La préfecture maritime et le port autonome de Cotonou militent pour la préservation de la biodiversité. Sous le leadership des deux organismes, près de 6600 tortillons sont lâchés ce vendredi sur le site d'Isaac, le protecteur de tortues, à la plage située derrière l'ex-hôtel PLM à Ledio. Canal 3 Bénin a pris part à cet événement symbolique marqué par la présence de plusieurs structures privées défenseuses de l'environnement. Je vous laisse suivre. L'image inspire de chaleureuses retrouvailles entre l'océan et ce qui lui appartient. Contrairement à cette tortue adulte, ces tortillons font leur tout premier pas vers leur environnement naturel. Au total, 581 bébés tortues sont mis en mer cet après-midi. Cette libération intervient après incubation des œufs récupérés sur la plage sous l'expertise d'Isaac, le protecteur de tortues. Les tortues marines que nous remettons aujourd'hui à la mer sont des espaces protégés. Mais au-delà de leur statut juridique, elles sont surtout le symbole de l'équilibre fragile de nos écosystèmes marins. Imaginez-vous un instant, dès que la dernière tortue marine va disparaître de l'océan, toute l'eau que nous voyons là va s'assécher jusqu'en Amérique. À travers cette opération, le port autonome de Cotonou réaffirme son engagement à porter haut le flambeau de la préservation de l'environnement. La présente cérémonie a pour objectif global de sensibiliser la communauté portuaire, les pêcheurs et les riverains sur l'adoption de comportements qui militent en faveur de la protection de la biodiversité. Occasion pour le directeur exécutif de l'ONG Amchart de mettre en relief la dynamique du gouvernement relative à la promotion de l'écotourisme. Ces enclos que vous avez vus ou qui sont en train de naître vont servir de groupement d'intérêt économique où ceux qui travaillent pourront, sans tendre la main à l'État, satisfaire leurs besoins fondamentaux. Plus de 2000 œufs sont incubés sur le site d'Isaac. À noter qu'avant cette cérémonie, 325 bébés tortues ont été lâchés à huis clos.
Parlons à présent de la douane régionale à Takora-Donga qui a organisé ce jeudi 22 janvier une séance de sensibilisation à l'intention des acteurs à la base de la filière soja. Il s'agit d'une rencontre d'importance capitale voulue par le directeur de cette structure pour échanger avec les participants sur la réglementation relative à l'exportation du soja brut. Les détails dans ce reportage. Passer le message à tout le monde, de ne pas croire que c'est seulement sur la voie de fraude qu'on peut dire qu'il y a fraude. Il peut y avoir de fraude ici. Le directeur régional à Takora-Donga des douanes et droits indirects sonne l'alerte contre la sortie frauduleuse du soja. À travers cette séance de sensibilisation, l'assistance se familiarise avec la réglementation en vigueur relative à la sortie illicite du soja. Sur le terrain, nous avons constaté déjà qu'il y a déjà des choses qui ne marchent pas, il y a des dérapages, il y a des sorties frauduleuses d'après les informations que nous recevons de par les différents acteurs eux-mêmes. Et nous avions dit qu'il faut prendre rapidement les taureaux par les cornes. On devrait normalement faire un travail sur le plan national, mais comme notre région est une région vraiment sensible, surtout dans la culture du soja, nous avions décidé très tôt de rencontrer ces différents acteurs pour leur rappeler, ils le savent souvent déjà, pour leur rappeler la réglementation en vigueur. La seule façon d'être à l'abri des problèmes, c'est de respecter les consignes qui sont données, ce que disent les tests. Les produits ne doivent pas sortir. On sait pourquoi les produits ne doivent pas sortir. La sortie non autorisée de ce produit agricole entraîne des pertes importantes pour l'État béninois. Pour rendre disponible cette matière première pour les usines de transformation, le gouvernement a pris des mesures incitatives et d'accompagnement. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions, d'abord pour accompagner la production et ensuite pour faciliter la commercialisation. Le soja ne doit pas aller dans un autre pays, ou alors s'il doit aller dans un autre pays, ça doit sortir par le port. Les échanges interactifs et participatifs démontrent la détermination des initiateurs à écouter les participants. Chaque préoccupation soulevée a reçu une réponse satisfaisante. Si on vous trouve sur la voie de fraude, on peut vous prendre. Parlons santé avec le cancer du col de l'utérus qui est un véritable problème de santé publique. Maladie sexuellement transmissible, elle est causée par le virus du papillome humain, communément appelé HPV. Un virus responsable de plusieurs autres cancers. Face à l'urgence de sensibiliser sur ce cancer tueur silencieux, le ministre de la Santé, Benjamin Humphrey, est monté au créneau à travers un message délivré sur les réseaux sociaux dont voici la teneur. Ce virus, dans le cadre du cancer du col de l'utérus, s'attrape lors des rapports sexuels non protégés. Et il y a certains facteurs de risque qui exposent la femme à attraper ce virus. Il s'agit notamment du multipartenariat sexuel, des rapports sexuels non protégés, mais également d'autres facteurs comme le tabagisme. Lorsque le virus rentre dans le corps de la femme, ce virus peut s'éliminer, ce qui se fait la plupart du temps, ou alors persister, rester dans le corps de la femme et entraîner une multiplication anarchique et anormale au niveau des cellules du col de l'utérus. Et progressivement, la maladie va commencer à s'étendre sans s'extérioriser pendant plusieurs années. Ça peut durer 10 ans, voire 15 ans. Puis un beau jour, la femme va commencer à avoir des signes. En allant faire sa toilette le matin, la femme va constater que lorsqu'elle touche son col, qu'elle trouve du sang. La femme peut commencer à avoir des pertes qui sentent mauvais. La femme peut commencer à avoir des douleurs. Et c'est ces signes qui vont alerter, mais malheureusement, dans la plupart des cas, il est déjà trop tard. En effet, près de 700 femmes sont diagnostiquées chaque année au Bénin du fait du cancer du col de l'utérus. Et sur ces 700 femmes,
près de 475 meurent malheureusement. C'est parce que, tout simplement, les femmes sont diagnostiquées à des stades tardifs, au-delà de toute possibilité de les traiter. Et la seule sanction n'est que la mort. Mais pour une maladie qui est évitable, qu'on peut prévenir, doit-on accepter que nos frères et nos sœurs meurent ainsi? Non, je ne pense pas. En effet, il existe des moyens pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Le tout premier moyen, c'est la vaccination. Toujours dans le même registre, il faut préciser que la campagne de vaccination contre le virus du papillome humain, lancée depuis décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national, se poursuit jusqu'à la fin de ce mois. Elle prend en compte les filles de 9 ans et de 14 ans. Vous le savez, le Bénin traverse une période électorale et le rôle du journaliste devient plus que jamais déterminant. Informer sans attiser les tensions, rapporter les faits, tout en assurant sa propre sécurité. Pour accompagner les professionnels des médias face à ces enjeux, les associations fêtières de la presse béninoise, notamment l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, avec l'appui de la Fondation Hirondelle, ont procédé au lancement du guide du journaliste en période électorale. C'était hier samedi, un outil pratique désormais mis à la disposition des reporters. Nous allons suivre. Fruit d'un travail collectif, le guide du journaliste en période électorale est officiellement mis à disposition des professionnels des médias. L'initiative est portée par les associations fêtières des médias, l'UPMB, CNPA et l'ODEM, avec l'appui de la Fondation Hirondelle. Nous avons insisté sur le fait que le journaliste doit rester un journaliste neutre, surtout en période électorale, équilibrer l'information, rester impartial, travailler en toute responsabilité. Le guide du journaliste en période électorale n'est pas un nouvel outil. Celui qui vous a été présenté tout à l'heure est donc le résultat d'un travail de revue, d'actualisation et de mise à jour en cette période sensible. Structuré en 3 chapitres, le guide revient d'abord sur les fondamentaux de la pratique journalistique avant d'aborder un volet essentiel, la sécurité du reporter en période électorale. Le 3e chapitre met l'accent sur l'usage responsable du numérique à l'heure où les réseaux sociaux et la désinformation influencent fortement l'opinion publique. La première préoccupation d'une institution comme le ministère du numérique, donc l'exécutif, n'a jamais été de voir des professionnels de la plume et du micro tomber dans des travers, dans des situations difficiles. Et c'est pour cela qu'au quotidien, nous nous appliquons à accompagner ces genres d'initiatives qui visent surtout à nous préparer. Chers confrères, il s'agit dès à présent de prendre connaissance de son contenu, de le parcourir, de le lire, d'en faire l'appropriation dans vos rédactions respectives et d'en appliquer le contenu. Sur place, chaque professionnel des médias présents a reçu un exemplaire du guide. Un geste fort qui traduit la volonté de l'ODEM de promouvoir un journalisme responsable, éthique et sécurisé au service de la paix et de la démocratie durant l'échéance électorale à venir. Je l'ai annoncé en titre, le programme Be Creative de l'Agence de développement des arts et de la culture a organisé ce vendredi à Cotonou un démo day qui marque la clôture des sessions de formation des entrepreneurs retenus pour la phase d'incubation approfondie. Ils sont au total 16, dont 6 sont présentés à cette occasion leurs projets qui, si on doit rester dans la vision du programme, façonnent l'avenir des industries culturelles et créatives du Bénin. Retour ici sur les temps forts marquant ce rendez-vous culturel. Créatrice de mode, Leila Kenodon fait partie de la première cohorte du programme Be Creative, initié dans le cadre du PIC, programme intégré de renforcement de l'écosystème des industries culturelles et créatives du Bénin. Elle présente à ce démo day, consacrant la fin des sessions de formation, le tailleur,
Le tailleur, c'est une application mobile qui permet aux artisans couturiers de digitaliser tout le processus de gestion de leur atelier de couture. Comme Leila, 5 autres entrepreneurs sur les 16 bénéficiaires de la phase d'incubation approfondie ont aussi présenté leurs projets dans les secteurs du textile, des arts plastiques, du cinéma et de la musique. Le programme Be Creative est piloté par l'Agence de développement des arts et de la culture avec l'appui financier de Wallonie-Bruxelles International et l'Académie Ovation. Aujourd'hui, nous célébrons l'accomplissement d'un programme ambitieux et collectif, pensé pour révéler et structurer les talents culturels du Bénin. Nous sommes convaincus que l'expression artistique et l'innovation culturelle peuvent transformer des parcours, des communautés et tout un territoire. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit cette initiative portée par un gouvernement qui a fait de la culture un levier stratégique de développement. Elle repose sur une conviction simple et forte. La culture est à la fois un espace de création et de sens, un moteur économique et un creuset d'innovation et d'emploi. C'est cette vision qui a généré le PIC, un programme structurant qui vise à terme à professionnaliser les acteurs culturels et à inscrire leurs initiatives dans la durée. Investir dans leurs projets, c'est investir, selon Jean-Michel Abimbola, dans la créativité béninoise, dans des entreprises ancrées dans leur territoire et porteuses d'identité, d'innovation et d'impact social. Dans la commune d'Abomey-Calavi, un espace public s'impose peu à peu comme un véritable lieu de sport et de bien-être pour les riverains. Le goudron Kérékou, habituellement dédié à la circulation, se transforme l'instant d'une journée en un terrain d'entraînement. Course à pied, fitness ou encore marche sportive. Les habitants s'y retrouvent pour entretenir leur santé. Une de nos équipes de reportage est allée faire le constat suivant. Autrefois connue sous le nom de pavé Kérékou, cette nouvelle voie bitumée qui s'étend du carrefour Arconville au marché de Grouda-Kassato se transforme désormais en un terrain de sport à ciel ouvert. Tôt ce samedi matin, le constat est bien frappant. Des séances de jogging, des instants de marche ou encore de fitness, bref, les populations ont droit à un cadre accessible et propice au sport. Nous avions l'habitude de travailler en salle de gym. On s'est désolidarisé, puis parce qu'on a préféré le faire à l'air libre. Et le soir, c'est idéal pour nous. Ça facilite la pratique quand même de la marche. Et c'est à 4-5 km de ma résidence. Voilà. Ça va, autant dans la matinée, en fin de journée également, l'éclairage, c'est parfait. Je n'ai pas de difficulté à pratiquer la marche sur ce tronçon. Je suis ici pour venir faire un footing parce que c'est relax. Il y a de l'espace et c'est une ligne droite, quoi. On a de plaisir à faire nos exercices. Le sport sur ce tronçon va bien au-delà de la marche. Enfants, jeunes et adultes s'adonnent à plusieurs activités. Seul ou en petit groupe, chacun y va à son rythme pour un objectif commun, la santé. Il y a du roller que les enfants font, il y a du vélo, il y a du patinage aussi. Je pense qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui. Nous, on fait du roller avec les enfants. Je pense que ça les aide à se développer, à faire autre chose que courir, faire de la gymnastique, un peu de tout ça. Déjà, je vais dire, ça enlève le stress. Quand vous êtes beaucoup stressé et que vous courez, vous marchez, vous voyez que vous avez, je ne vais pas dire légère amélioration, on est complètement dégagé. Deuxièmement, je vais dire que, par exemple, pour les gens qui sont un peu en forme, ça leur permet de libérer, de se sentir léger. Beaucoup de choses en fait, ça fait beaucoup de bien. Pour ceux qui chantent aussi, ça aide à travailler le souffle beaucoup, ça a beaucoup de bénéfices. Je vais dire. Le sport m'apporte beaucoup. Quand c'est stressé, ça permet de te détendre. Et j'ai commencé la marche à cause d'une maladie chronique. Et aujourd'hui, je suis fière parce que grâce à la marche, grâce au sport, au renforcement musculaire, je suis à un niveau où je ne m'attendais pas. Je suis sans médicaments. Bien sûr, avec la nourriture. Ici, les sportifs cohabitent avec le bruit des klaxons et les mouvements des engins, mais ça donne à leur sport favori en toute sécurité. Le tronçon Kérékou se présente aujourd'hui comme un endroit idéal pour les sports d'entretien, matinalement, en week-end et même en soirée, et les populations en profitent à volonté.
Ainsi se referme ce journal, mais le grand format se poursuit. Nous ouvrons donc la deuxième partie de cette émission avec l'invité de la semaine. Je vous l'annonçais en début d'émission, nous parlerons du fact-checking, cette arme stratégique et technique pour combattre la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique et beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux à une vitesse vertigineuse. Malheureusement, toutes ces informations ne sont pas souvent justes, ce qui cause d'énormes désagréments au sein de la société. L'Association des blogueurs du Bénin a donc mis sur pied une cellule de fact-checking pour désormais assurer la veille informationnelle. En quoi cette cellule pourrait-elle contribuer à la restauration de l'information vraie et crédible au Bénin? Nous en parlerons avec Fréjus Atiendoglo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Vous êtes le chargé de projet de l'Association des blogueurs du Bénin. Qu'est-ce qui a véritablement motivé la création de cette cellule de fact-checking? Alors oui, il faut déjà commencer par dire que le droit à l'information est un pilier fondamental de toute démocratie. Et aujourd'hui, les citoyens aussi ont le pouvoir de prendre des décisions. Pour prendre des décisions, il faut avoir accès à l'information juste, à l'information crédible et à l'information vérifiée. Oui. Et c'est sur la base de cela que les citoyens pourront se forger une opinion personnelle. C'est sur la base de cela qu'ils pourront prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où l'information circule vite, nous avons aussi une sorte de fake news, les désordres de l'information, comme on le dit, qui se multiplient également avec, sur la toile, avec la circulation de l'information. Donc parfois, on a l'impression que les fake news circulent encore plus vite que les informations qui sont vérifiées. Donc il est important de pouvoir fact-checker ces informations, de pouvoir vérifier ces informations, de pouvoir donner des informations vraies, de pouvoir montrer également aux citoyens qu'il y a de fausses informations qui circulent et qu'on doit pouvoir faire attention entre la vraie information et la fausse information. Oui, et quand on est encore en période électorale, cela est encore plus sensible et il faut y veiller. Oui. Justement, la question que j'aimerais poser, c'est en quoi la désinformation au Bénin est-elle plus dangereuse aujourd'hui par rapport aux années précédentes? Pourquoi maintenant? Aujourd'hui, nous avons constaté que la participation des citoyens sur les réseaux sociaux a pris plus d'ampleur. Nous voyons beaucoup plus de jeunes sur les réseaux sociaux, beaucoup plus de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer. On ne va pas réprimer la libre expression sur les réseaux sociaux, mais il est également important de faire attention sur l'impact que les fake news, les désordres de l'information peut avoir sur la société, sur la démocratie et sur notre vivre ensemble. Et nous savons aujourd'hui l'impact que ce type d'information peut avoir. Nous avons les événements du 7 décembre passé. Nous avons vu comment la malinformation, la désinformation, les désordres de l'information peut impacter notre société, peut impacter nos familles, peut impacter nos oui. Est-ce que vous ne craignez pas d'être aperçus comme des censeurs du web béninois? Non. Au contraire, on contribue à la libre expression sur les réseaux sociaux parce que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, il faut avoir accès à l'information juste, à l'information crédible. Et lorsque nous sommes confrontés à une armée de fake news, cela atteint également notre droit à la libre expression, notre droit d'accès à l'information juste, parce que c'est aussi une responsabilité pour les acteurs politiques de permettre aux citoyens d'avoir accès à une information juste. Parce que le citoyen, lorsqu'il n'a pas accès à une information juste, à une information crédible et à une information plurielle, il ne pourra pas faire des choix conséquents. Donc il est important de donner la vraie information aux citoyens pour que lui peut alors se forger une opinion personnelle et faire un choix conséquent. Ouais. Et comment définissez-vous, puisque vous êtes de l'association des blogueurs du Bénin, comment définissez-vous alors la frontière entre une opinion de blogueur et une fake news? Alors l'opinion de blogueur peut ne pas être une information. D'accord. L'opinion de blogueur, c'est ce que je pense d'une telle question, c'est ce que je pense d'une actualité. Et donc là, je ne donne pas une information, mais j'opine sur une question, je dis ce que je pense. L'information, c'est lorsqu'on va rechercher les faits, on va les traiter et on va les diffuser après. Et lorsqu'on se retrouve dans des cas de fake news, c'est que ces personnes-là ne vont pas forcément rechercher les faits,
ne vont pas forcément traiter ces faits-là et se lèvent un beau matin pour diffuser une information qui n'a pas de base, qui n'est pas vérifiée, qui n'a pas de source. Mais de plus en plus de blogueurs diffusent des informations, hein, mais des informations toujours pas trop vérifiées. Oui, en réalité, les fake news, ça nous guette. Même les journalistes, parfois, il arrive qu'on diffuse de fausses informations. Même des agences gouvernementaux également, il arrive qu'ils diffusent également de fausses informations. Donc, en réalité, ça guette tout le monde et nul n'est épargné. Donc, il est important de sensibiliser les citoyens pour leur montrer la barrière entre la vraie information et la fausse information. Leur montrer également qu'il est important de chaque fois de vérifier, de fact-checker ces informations-là avant de les diffuser. On n'est pas obligé d'être à la course du scoop, comme on le dit. La réactivité. Lorsqu'une information est douteuse, lorsqu'une information n'a pas une source officielle, on n'est pas obligé de partager et de la diffuser. Oui, parlons justement du fact-checking. Quelles sont les étapes de vérification avant de publier un démenti? Oui, en réalité, il faut d'abord repérer l'information, la fausse information. D'accord. Et aujourd'hui, on a l'impression que les fake news évoluent encore plus vite que ceux qui sont chargés de corriger les fake news. Wow. Donc, la première étape, c'est d'abord de repérer la fausse information, de questionner cette fausse information-là. Si c'est une vidéo, il faut aller peut-être rechercher la source de la vidéo, la première fois ça a été publié. Si c'est une vidéo qui a été sortie de son contexte, il faut voir le contexte et ramener le contexte, expliquer aux citoyens, oui, c'est une vidéo peut-être qui existe vraiment, mais qui a été publiée dans un contexte donné. C'est une image qui existe vraiment, mais qui a été publiée dans un contexte donné. C'est une image qui a été manipulée, c'est une image qui est générée par l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle également, on voit comment est-ce que les fake news peuvent être virales sur Internet. Donc, la deuxième étape, c'est de questionner cette information-là, de vérifier les sources et après de venir démontrer aux citoyens sur Internet qu'en réalité, telle information, c'est une information déformée, c'est une information manipulée, c'est une information mal orientée pour que les citoyens puissent savoir. Mais il arrive également que lorsqu'on finit ce travail-là, que les citoyens choisissent de ne pas croire la vraie information parce que parfois la vraie information n'a plus l'opportunité d'atteindre tous ceux qui ont vu la fausse information. Ouais. Et donc les citoyens, parfois la fausse information est tellement vraie, semble tellement vraie que lorsque la vraie information arrive pour contredire, on se dit mais en réalité non, la vraie information c'est en réalité celle-là qui est la fausse et la fausse est prise pour une vraie information. Là c'est deux frères siamois carrément qui se ressemblent et vous savez qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent aussi dans les langues locales. Comment allez-vous traiter les audios en fond, en nago, en bariba, en batamaribé ou toutes les langues qui circulent sur WhatsApp et les autres réseaux sociaux? Oui, aujourd'hui, vous avez commencé par le dire en introduction, nous avons lancé une cellule de fact-checking qui a pour objectif de lutter contre les désordres de l'information, encore que nous sommes dans un contexte électoral. Et cette cellule est composée de plus de 150 fact-checkers qui ont été formés et outillés. Donc, au sein de cette cellule-là, nous avons des personnes qui ont la possibilité de traduire, par exemple, des informations en dindi, en fon, en yoruba et plusieurs langues. Nous n'avons pas la prétention de traduire nos informations dans toutes les langues parlées au Bénin, mais nous avons des langues stratégiques et nous savons que ces langues sont les langues les plus parlées et qui sont comprises par les citoyens. Et nous utilisons également les radios de proximité. Par exemple, on était à Banter, on était à Natitengu, on était à Tchaourou. On a utilisé des radios de proximité pour communiquer également avec les citoyens dans les langues parlées dans ces localités. Oui, et quel est le profil, le type de membres qui composent justement cette cellule de veille? Oui, cette cellule est composée notamment de journalistes qui ont été formés sur des outils de fact-checking, des personnes qui ont une expertise en matière de communication digitale, donc ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux, et des blogueurs également, parce que l'autre chose est de vérifier l'information, de démontrer qu'une information est fausse, mais il y a également la possibilité de diffuser cette information-là. Donc les blogueurs vont participer à la diffusion des productions, des rapports de cette cellule-là, pour que les citoyens puissent avoir accès
à l'information vraie, à l'information juste. Oui, avec les prochaines questions, je risque de mettre les pieds dans les plats parce que je vous demanderai simplement qui finance cette cellule et comment garantissez-vous votre neutralité politique? Oui, il faut dire que cette cellule bénéficie de l'appui financier de l'ambassade du Canada et à travers l'Affaire mondiale du Canada et de l'Union européenne avec l'OIF jumelé avec notre partenaire Yaga qui est au Burundi. Et sur la question de neutralité politique, vous savez, l'association des brigades du Bénin existe depuis 2015 et nous avons toujours joué ce rôle d'éveilleur, de consciencieux. Et ce n'est pas seulement à travers une cellule de fact-checking qu'on le fait, on a toujours fait des sensibilisations parce que l'autre chose est de lutter contre les fake news, mais il faut également travailler à ce que les fake news n'arrivent pas. Donc on est également dans la prévention, on est dans la sensibilisation. Et on est connu pour une association totalement apolitique. Donc depuis 2015, ceux qui nous connaissent savent que l'association des blogueurs du Bénin est totalement apolitique. Nous n'avons pas de parti. Oui, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années, on le sait, mais c'est récemment que vous avez mis en place la cellule de fact-checking. Quelle sera votre réaction si une information vérifiée venait à déplaire aux autorités administrative ou à l'opposition, je ne sais pas, je suppose. La cellule est déployée depuis décembre, donc nous avons travaillé également pour les élections législatives, nous avons produit des rapports que nous avons également publiés sur nos plateformes et nous ne regardons pas les beaux yeux